La vie de Charles Wallace est une vie fade et triste. Comme beaucoup de retraités dans les pays occidentaux, il vit dans une routine infernale. Il est seul, sa femme est morte, pour ses enfants il n'existe plus, il n'a pas d'amis et il passe ses journées devant la télé ou à faire une petite balade de temps en temps. Même lors de ces balades, il marche tout doucement, son corps lui fait mal, ses jambes sont lourdes, il n'a que 60 ans et il en paraît 70. Mais pour lui, son corps n'est pas le pire. Le pire, c'est sa tête, il oublie tout, impossible de savoir ce qu'il a fait la veille. Mais ce jour-là, le 18 décembre 1988, sa vie va changer pour toujours. Pour casser la solitude, il se rend dans un bar, le Monte Carlo. Il se décide à entrer et dans le bar, une douzaine de retraités âgés tout comme lui. Il va au bar et là, c'est là où tout bascule. Une femme d'une soixantaine d'années, avec un manteau violet, une robe rouge d'une élégance rare, fait son entrée dans le bar. Quand elle rentre, tous les retraités se retournent et vient s'installer à quelques tabourets de Charles Wallace, qui a le cœur qui bat de nouveau. Elle commande un vodka orange. Il demande la même chose. Entre deux, un jeu de séduction de regard s'installe. Et c'est Charles Wallace qui, pour la première fois, vient parler avec cette femme. Cette femme réagit positivement à Charles Wallace. Ça faisait des années, voire des siècles que ça lui était pas arrivé. La séduction terminée, ils s'échangent leurs numéros et conviennent d'un rendez-vous dès demain à 20h chez Wallace. Autant vous dire que lorsque Wallace sort du bar, son corps n'est plus le même, ni son état d'esprit. C'est un homme de 60 ans qui court, qui a oublié toutes les douleurs, qui a oublié sa mémoire, qui a oublié tous ses problèmes. Il court chez lui pour ranger le taudis dans lequel il habite. Car ça fait longtemps que Charles Wallace a laissé sa vie de côté. Il vit dans un appartement crasseux, miteux. Mais ce jour-là, le 18 décembre, il va tout nettoyer pour la belle qui va venir le lendemain. Pendant qu'il fait le ménage, il a un éclair de sursaut, il croit reconnaître le visage de cette femme qu'il vient de draguer dans le bar. Mais le problème, c'est qu'il n'a plus de mémoire, car s'il avait une mémoire, il se rappellerait qu'il a vu ce visage lorsqu'il regardait la télé hier. C'est une femme qui est recherchée dans tous les États-Unis pour avoir tué une dizaine de retraités. Malheureusement, la seule chose positive qui lui est arrivée est quelque chose en vérité de très négatif, quelque chose d'horrible, parce que demain, il a rendez-vous avec la mort en personne. En tout, on avait découvert 7 corps dans le jardin de Dorothea Puente. But maybe you know what really happened. No, I don't. I think you know about Mr. Montoya, because Mr. Montoya is not in Costa Rica. Mr. Montoya He's is not not in in Costa Utah. Rica. Where is he? He's in that backyard, I believe, Dorothea. I have never killed anybody in my Then life. who Dorothée Gray, de son vrai prénom, est née en 1929. C'est une femme qui n'a pas eu une enfance facile. Elle est née d'une femme alcoolique et d'un père qui est devenu paralysé suite à la Première Guerre mondiale. À l'âge de 8 ans, ses deux parents sont déjà morts et elle est placée dans un couvent où elle va se faire éduquer par des religieuses. Quand elle sort à ses 18 ans de ce couvent, c'est une femme belle, grande, fine et d'une élégance incroyable. C'est une femme qui, malgré son vécu difficile, a décidé de se venger de la vie. Elle va croquer la vie à pleines dents et veut réussir. Malheureusement, elle va tomber sur un mari qui ne fait rien et qui vit à ses crochets. Un feignant qui la rabaisse plus qu'il ne la tire vers le haut. Elle divorce avec lui. Elle retrouve un mari, se remarie une seconde fois. Le problème, encore une fois, c'est qu'elle tombe encore sur un feignant, encore un homme qui profite d'elle. Dans le couple, c'est elle qui ramène à manger. Pas forcément de manière légale. Elle vit de petites escroqueries. Elle vole, elle paye avec des chèques sans provision et elle arrive à faire vivre elle et son mari. Elle va divorcer une deuxième fois et va se dire « Bon, cette fois-ci, j'ai eu 2 maris qui n'ont rien foutu à la maison, c'est fini, à moi de profiter des hommes cette fois-ci. » Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va profiter des hommes et profiter de la législation américaine de l'État du Nevada dans la ville de Reno où on peut facilement se marier et divorcer. On peut se marier pour $100 et divorcer pour $100. Et là, elle va commencer à draguer énormément d'hommes. Elle va se marier avec des hommes uniquement pour qu'ils lui servent de prête-nom, pour qu'elle change de nom de famille et qu'elle puisse continuer ses escroqueries sans être inquiétée par la police vu qu'elle change constamment de nom de famille. Dorothée va décider de déménager à Los Angeles. Elle est déjà recherchée pour des délits mineurs, mais comme la police est occupée avec des crimes de grande envergure, elle n'est pas vraiment inquiétée. Sa prochaine victime, elle va la trouver dans un bar, un salon de thé, une certaine Ruth Monroe. Ruth Monroe, c'est une femme qui est simple, tranquille, qui est veuve et qui a 38 ans. Le contraire de Dorothée. Dorothée, c'est une femme calculatrice, intelligente, raffinée, qui s'installe facilement dans la vie des gens. Là où Ruth Monroe, depuis la mort de son mari, ne vit plus vraiment. Elle a 38 ans, elle se laisse vivre,
Mais elle va revivre grâce à cette rencontre-là. Entre Dorothée et Ruth Monroe, une solide amitié va se créer lorsque Ruth Monroe va annoncer à Beth qu'elle a gagné 10 000 € grâce à l'assurance vie de son mari. Dorothée est intéressée par cet argent. Elle va petit à petit rentrer dans la vie de Ruth Monroe au point qu'elle va déménager chez Ruth Monroe. Le fils de Madame Monroe, quand il voit que sa mère a rencontré une nouvelle amie qui lui a permis de retrouver goût à la vie, il est hyper heureux. Mais à un moment donné, ce fils va recevoir un appel de Dorothée. Dorothée elle va lui dire que sa mère fait des crises de nerfs à cause de la mort de son mari et que le médecin lui a prescrit des sédatifs pour la calmer. C'est donc logiquement que lorsque son fils va voir sa mère, Madame Ruth Monroe, qui est allongée sur le lit et paralysée, elle est allongée sur le dos, il la regarde et il lui dit « Maman, ça va aller, t'inquiète pas, Dorothée va s'occuper de toi. » Et il voit même une larme qui est en train de couler de sa joue. Une larme, peut-être qu'elle en a marre de vivre, peut-être que la mort de son mari l'a trop bousculée. En tout cas, son fils claque la porte. Et c'est quand Madame Ruth Monroe entend la porte se fermer qu'elle comprend que sa vie est finie. En vérité, Dorothée vient de la droguer en lui donnant une forte dose de codéine, qui est un puissant et mortel médicament. Ruth Monroe était déjà droguée et paralysée dans son lit quand elle a entendu son fils rentrer. Là, elle a eu un espoir. Son fils allait l'aider. Elle a pris toute son énergie pour crier à l'aide. Mais elle qui ne pouvait pas bouger, qui était paralysée, la seule chose qu'elle a pu faire, c'est pleurer une larme que son fils n'a pas calculée. Si son fils savait que cette larme était un appel à l'aide, il aurait certainement sauvé sa mère ce jour-là. Malheureusement, on trouve Ruth Monroe morte sur son lit. L'autopsie révélera la codéine, un puissant sédatif. De son côté, Dorothée ne sera pas du tout inquiétée par la police, parce que pour la police, c'est un suicide. Madame Ruth Monroe était dépressive et elle a voulu rejoindre son mari, qui est mort trop tôt, au paradis ou en enfer. Dorothée avait fait sa première victime et avait touché 10 000 $ de cet assassinat. Une fois qu'elle aura vécu la belle vie avec tout l'argent qu'elle avait volé à Madame Monroe, elle rencontrera un autre homme qu'elle droguera lui aussi. Elle prendra son chéquier, sa carte bleue et ira se servir. Sauf que cet homme-là portera plainte. Elle sera arrêtée et condamnée à 5 ans de prison en 1982. C'est la première fois qu'elle goûtera à la justice et à la prison à l'âge de 52 ans. En prison, Dorothée ne perdra pas de temps. Elle commence une correspondance avec un homme de 70 ans du nom de Everton Gill. Everton Gill, c'est un homme de 70 ans qui est malheureusement lui aussi dans une routine. Il vit dans une caravane qui est elle-même dans le jardin de sa sœur. Mais à chaque lettre que reçoit Monsieur Everton de Madame Dorothée, son cœur bat la chamade. Et il est aveuglé et il est amoureux. Sa sœur s'inquiète pour son frère, pour Gill Everton, qui est un homme honnête et qui commence une correspondance avec une femme qui est en prison. Sauf que Dorothée a les mots pour rassurer Everton. Elle lui dit que c'est une femme qui a commis des erreurs, qu'elle est prête à se rattraper. Ça a toujours été une citoyenne honnête. Elle lui raconte son passé difficile. Everton n'y voit que du feu. Elle ne fera que 3 ans de prison et sera libérée en 1985. Elle louera une maison immense, une ancienne maison coloniale de 16 pièces. Elle dira à Everton de venir vivre avec elle, de tout vendre. Seul l'argent compte. Et Everton viendra avec une belle 4x4 toute neuve vivre avec sa nouvelle femme, Madame Dorothée. Lorsqu'il toquera à la porte de cette immense maison, il sera ébloui. Ébloui par l'immensité de la maison, qui est une maison magnifique et louée uniquement par l'argent de cette femme qui était en prison, mais aussi par la beauté de Madame Dorothée. Il a reçu des photos, mais Madame Dorothée est encore plus belle en vrai. Le rêve est magnifique pour Everton. Il revit. Everton et Madame Dorothée vont donc commencer à vivre ensemble dans cette immense maison grâce à la pension de retraite de Monsieur Everton. Et quelques mois plus tard, la sœur de Monsieur Everton, elle va s'inquiéter. Elle va se lever un matin et elle va avoir une prémonition. Ça fait quelques mois que son frère est parti et a vendu sa caravane et elle n'a aucune nouvelle. Elle prévient la police parce qu'après tout, son frère il est quand même parti avec une ancienne prisonnière et elle n'a pas de nouvelles depuis quelques mois. Elle appelle la police. Comme c'est une ancienne prisonnière, la police va directement à la maison de Madame Dorothée. Et dans cette maison, la police découvre un homme heureux, Monsieur Everton et Madame Dorothée. Tous les deux sont heureux. Madame Dorothée s'occupe extrêmement bien de Monsieur Everton. Et Monsieur Everton va même appeler sa sœur en l'engueulant, en lui disant « Fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, j'ai trouvé la femme de ma vie, mais pour qui tu te prends, je ne suis pas ton fils, ne m'appelle plus jamais ». Il venait d'engueuler la seule personne au monde qui s'inquiétait pour lui et qui aurait pu potentiellement lui sauver la vie, sa sœur. N'engueulez jamais quelqu'un qui vous aime, c'est important et c'est très rare dans ce monde. Quelques mois plus tard, après avoir été engueulé au téléphone par Everton, la sœur reçoit un télégramme de Monsieur Everton qui dit qu'il a cassé avec Dorothée et qu'il se dirige vers le sud des États-Unis. Encore quelques mois plus tard, elle reçoit encore une lettre de son frère, Gill Everton, qui lui dit
clairement qu'il a retrouvé une nouvelle copine, qu'il vit dans le désert dans une caravane avec elle et qu'il ne pourra pas être recontacté. Comme elle s'est fait engueuler, la sœur d'Everton, elle peut rien dire, elle peut rien faire, et donc elle le laisse. Mais si elle savait vraiment la vérité, son frère n'est pas dans une caravane en plein désert. Il est dans une caisse en bois, au fin fond d'un fleuve, le fleuve Sacramento, emballé dans du plastique avec des pastilles désodorisantes. Il est au fin fond du fleuve, le corps en décomposition. Un jour, la caisse va s'ouvrir et le corps va remonter. Mais le corps est dans un état de décomposition tel qu'on ne saura pas à qui, sur le moment, appartient ce corps. Pour les plus curieux qui se demandent comment Madame Dorothée, une femme seule dans la soixantaine, a fait pour construire une caisse en bois et la transporter et la jeter dans un fleuve, c'est simple, elle a mis sa plus belle robe et elle est partie draguer un homme qui lui a construit une caisse en bois, qui a pris la caisse en bois, qui l'a jetée, pensant qu'il y avait du bazar appartenant à Madame Dorothée. Elle sait manipuler ces hommes. Lorsque Dorothée était en prison, elle a conçu un plan machiavélique qu'elle a mis en place dès sa sortie. Lorsqu'elle a loué cette maison de 16 pièces, elle avait une idée en tête, celle d'ouvrir une maison de retraite. Elle accueillerait des personnes âgées et handicapées, dont elle s'occuperait, et de temps en temps, elle en tuerait un et elle vivrait des pensions de retraite récoltées et de la sécurité sociale. Son plan va tellement bien marcher qu'elle va devenir une référence. Quelqu'un qui a fait de la prison, qui a su se racheter et qui aide la communauté. Elle va fréquenter des hommes politiques extrêmement puissants dans sa ville et dans son état. Sauf que personne ne le sait, mais les années suivantes, elle va tuer 7 personnes retraitées. Elle va les tuer en les droguant de la même manière qu'elle avait drogué Ruth Monroe avec de la codéine. Elle va appeler des ouvriers pour creuser des trous dans le jardin sous prétexte de trouver des canalisations et elle jettera les corps dans ces mêmes trous qu'elle rebouchera. Et quand elle aura rebouché ces trous-là, elle mettra un banc, un vase contenant des fleurs ou tout simplement une statue. Ni vue ni connue. Pendant des années et des années, elle va tuer cette retraitée. Alors là, pour ceux qui s'y connaissent un peu, ils vont se demander est-ce qu'il n'y avait pas des contrôles de la sécurité sociale? Car après tout, elle touchait de l'argent de la sécurité sociale, mais aussi des pensions des gens qu'elle gardait. Il y en aura 14 contrôles de la sécurité sociale par des assistantes sociales qui n'y verront que du feu. Pourquoi? À l'époque, les assistantes sociales aux États-Unis sont surchargées. Et puis, Madame Dorothée, elle a tellement une bonne image dans sa ville, c'est tellement quelqu'un de respectable que personne ne va la juger, personne ne va fouiller, personne ne remet en question ses paroles. Lorsqu'on lui demande où est un tel ou un tel, elle a toujours réponse à tout. Sauf qu'en novembre 1988, une femme va bousculer ses plans. Une assistante sociale arrive et elle demande à voir un homme handicapé de 55 ans. Madame Dorothée lui répond que cet homme n'est pas là. Il est où? Il est parti au Mexique. L'assistante sociale la regarde, mais il est parti au Mexique, c'est un homme qui est handicapé mental, qui n'est même pas capable de traverser la rue tout seul. Il ne peut pas être parti au Mexique. Les deux s'engueulent, l'assistante sociale porte plainte. Lorsque le chef de la police arrive chez Madame Dorothée, il est un peu embêté de venir perturber une femme aussi respectable qu'elle. Les policiers fouillent toute la maison, aucune trace de cet homme de 55 ans, et ils lui disent il va falloir qu'il creuse dans le jardin. Madame Dorothée, d'un calme absolu, s'en fout royalement, elle hausse les épaules. Allez-y, allez creuser, de toute façon vous ne trouverez rien. Les policiers vont creuser devant Madame Dorothée. À quelques coups de pelle, ils sentent quelque chose de très dur. Ils tombent sur le premier corps. Un corps qui était là enterré depuis très longtemps dans un bon état de décomposition. Madame Dorothée, qui reste assez calme, alors elle hausse les épaules et elle leur dit que ce corps, il était là potentiellement avant même qu'elle loue la maison. C'est pas elle du tout. Les policiers continuent à creuser et Madame Dorothée, qui reste d'un calme absolu, leur demande si elle peut aller dans la salle à manger chercher quelque chose. Les policiers se laissent avoir. Elle prend 3 000 $ avec elle, saute par la fenêtre, prend sa voiture et fonce à la gare la plus proche. Parce que les policiers qui sont en train de creuser, ils commencent à comprendre que c'est pas un jardin dans lequel ils sont. Ils sont dans un cimetière puisqu'ils arrivent à exhumer 7 corps. Ils trouvent des corps dont les montres fonctionnent encore. Ils trouvent des corps qui ne sont pas encore totalement décomposés. Ils trouvent des corps qui ont été enterrés vivants. Elle a pris des personnes âgées, elle les a droguées avec de la codéine, elle ne les a pas tuées et elle les a jetées comme ça. On aura des personnes qui seront dans des positions où ils ont essayé de gratter la terre pour essayer de sortir du trou dans lequel ils ont été mis. En attendant, lors du premier avis de recherche qui passe à la télé, Madame Dorothée est déjà très loin dans un hôtel à Los Angeles. Et elle est en train de réfléchir à sa fuite. Elle veut partir au Mexique, elle veut changer de pays. Le problème, c'est qu'elle n'a pas assez d'argent. Elle veut faire une dernière victime, elle veut toucher gros, elle veut s'enfuir. Et c'est là où elle va tomber sur Charles Wallace, l'homme du début de la vidéo. Elle a rendez-vous chez Charles Wallace à 20 h. Elle l'appelle à 19 h. Et c'est un homme tout souriant, plein d'énergie, qui a retrouvé une seconde jeunesse qui lui répond. Et bien sûr, il confirme le rendez-vous de 20 h. Chez lui, c'est tout propre. Ça n'a jamais été aussi propre.
Cette femme se fait belle, elle va chez lui, elle toque. On lui ouvre la porte et elle est accueillie par 2 policiers. Charles Wallace, quand il était en train de faire ses courses pour préparer à manger son rendez-vous du soir, il a eu un flash. Comme si sa femme, qui était morte, venue de nulle part, lui avait rappelé quelque chose. Il s'est rappelé que la femme avec qui il avait rendez-vous, c'était la même femme qu'il avait vue à la télé en avis de recherche pour le meurtre d'une dizaine de personnes âgées. Il a appelé la police et heureusement, il a survécu. Et c'est grâce à lui qu'on a attrapé cette veuve noire qui n'était pas prête de s'arrêter. À son procès, Madame Dorothée aurait dû être condamnée à mort à Los Angeles. Mais, grâce à ses appuis politiques, elle sera condamnée à perpétuité. En prison, elle écrira un livre de cuisine qui lui rapportera énormément d'argent. Elle mourra le 27 mars 2011 dans la prison à Los Angeles. Elle mourra plus riche qu'elle ne l'a jamais été dans sa vie en liberté. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager.